Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Aujourd'hui, on a une analyse qui a vraiment le potentiel de complètement transformer la façon dont on perçoit le monde des affaires. Oui, absolument. C'est un sujet tellement central. Fait que c'est une grande joie de se retrouver pour décortiquer ça. Le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est une réflexion qui est véritablement au cœur de la philosophie d'accompagnement de notre firme Instructfort. Tout à fait. C'est la base de tout ce qu'on fait. Et la question fondamentale qu'on se pose pour notre auditoire est la suivante. Est-ce que la façon dont une entreprise se présente visuellement, donc son fameux design commercial, est-ce que ça vient renforcer la perception de sa valeur ou est-ce que ça dilue purement et simplement sa crédibilité? Mais c'est une question absolument cruciale. Et tu sais, c'est un phénomène qu'on observe à tous les jours dans notre pratique chez Instructfort. Une clarté visuelle, une stratégie claire, c'est jamais juste une petite dépense superficielle. Non, vraiment pas. C'est un investissement fondamental. Un investissement qui génère un retour, un ROI extrêmement direct. C'est d'ailleurs l'essence même de notre offre design et identité. Parce que, mettons, on peut avoir le meilleur service au monde. La meilleure ingénierie, la solution la plus capotée. Exact. Mais si c'est mal emballé, le marché donnera même pas la chance au produit de faire ses preuves. Le jugement visuel, il se met en une fraction de seconde bien avant que la logique ait le temps d'embarquer. C'est un constat qui peut sembler un peu dur, surtout pour les puristes du produit, mais les données le confirment à 100%. Et pour explorer tout ça, on va extraire les meilleures pépites d'une multitude de cas d'affaires, de théorie de la vente et de psychologie du consommateur. Il y a vraiment de quoi faire. L'objectif de notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre les mécanismes invisibles qui font qu'un produit révolutionnaire peut s'effondrer lamentablement s'il a l'air, pour le dire familièrement, cheap. Bon, on décortique tout ça. Commençons par ce que j'appellerais le piège de la valeur intrinsèque contre la valeur perçue. Ah, ça, c'est mon bout préféré. Il y a une idée fascinante qui ressort de nos recherches. C'est le fameux paradoxe de l'intelligence dans le milieu des affaires. On remarque très souvent que des gens brillants, de véritables perfectionnistes, ils restent complètement bloqués. Ouais, ils tournent en rond, c'est ça, puis ils passent des mois, des années à peaufiner leurs produits dans l'ombre. Mais en bout de ligne, est-ce qu'ils se tirent pas une balle dans le pied en ignorant totalement la perception publique pendant qu'un concurrent avec un produit ordinaire amasse toutes les ventes? Totalement. C'est presque tragique à observer, honnêtement, mais c'est tout à fait logique quand on comprend les règles du jeu cognitif. Le problème de ces esprits-là, c'est qu'ils souffrent de ce qu'on appelle la malédiction de la connaissance. Ils en savent trop sur leur propre affaire. Exactement. Ils croient dur comme fer que le marché récompense la qualité absolue, la valeur intrinsèque qu'on peut mesurer dans un fichier Excel. Mais c'est faux. Le marché récompense la qualité perçue. La valeur, c'est pas ce que le produit est dans un laboratoire stérile. C'est le ressenti. Ouais, c'est l'écart perçu entre le prix, donc ce qu'on paie, et la valeur ressentie, ce qu'on a l'impression d'obtenir. C'est là que la stratégie d'affaires doit s'aligner avec le design. Si l'emballage, le site web, l'expérience client ne communiquent pas cette excellence de manière évidente, cette excellence n'existe tout simplement pas dans l'esprit du consommateur. En affaires, j'aimerais qu'on prenne l'exemple classique de l'industrie des sacs de luxe. Tu sais, du type grande maison de couture italienne. Oh oui, excellent exemple. Quand on regarde ça objectivement, les matériaux, le cuir, les coutures, le temps de fabrication, le prix demandé à la caisse défie souvent toute logique purement comptable. Et pourtant, il y a des listes d'attente longues comme le bras pour ces produits-là. Comment le design vient-il justifier un tel écart? Ce qui est fascinant ici, c'est que le prix fait lui-même partie de l'identité et du design commercial. En augmentant le prix de manière vraiment assumée et en soignant l'image de marque de façon obsessionnelle, on augmente l'investissement émotionnel du client. Le prix devient une caractéristique du produit. Totalement. Et la psychologie derrière la tarification, elle est d'une précision chirurgicale. L'industrie du luxe utilise presque exclusivement des prix entiers. On va afficher un sac à 1 000 et non pas à 999,95 $. Ah, ça, c'est un détail super intéressant. On a tellement l'habitude des prix qui finissent en 99 sous dans les magasins pour donner l'impression d'une aubaine. Pourquoi le luxe fit cette stratégie-là pantoute? Parce qu'un prix avec des décimales envoie un signal inconscient de rabais. Ça crie promotion. Ça rappelle le calcul qu'on fait à l'épicerie. Le cerveau l'associe tout de suite à la notion de marchandage. À l'inverse, un prix entier, rond, net, ça signale immédiatement une qualité supérieure. Ça fait propre, ça fait statut. C'est ça. Le chiffre rond indique qu'on ne négocie pas parce que l'objet est parfait tel quel. Dans ce contexte-là, la personne n'achète plus un simple contenant en cuir pour traîner ses clés et son portefeuille, elle achète une identité, un positionnement social.
Le design englobe l'objet, l'expérience en boutique et même la belle typographie du chiffre sur l'étiquette. Ce qui met en lumière un besoin criant de préparation. On s'entend qu'on ne peut pas improviser ce genre de positionnement-là un mardi matin sur un coin de table. Sûrement pas, non. C'est un travail de longue haleine. Le décalage entre ce qu'une entreprise est réellement et ce qu'elle projette, 15 trucs four met de l'avant son évaluation éco. Mais pour le bénéfice de notre analyse, de quoi on parle exactement avec cette évaluation-là? L'évaluation éco, c'est un diagnostic stratégique qui agit vraiment comme une fondation de maison. Avant même de penser à vendre, avant de dessiner un logo ou de flamber du budget dans une campagne de publicité, il faut faire une radiographie complète de l'organisation. Donc, on arrête tout et on s'ausculte. C'est une démarche qui permet d'aligner l'excellence interne, la cohérence du message et l'opportunité de marché. D'où l'acronyme ECO. On évalue la mission, les valeurs fondamentales et on s'assure que le futur design commercial va être le traducteur exact de cette identité-là. Sinon, on va direct dans le mur. Sans ce travail de fond, on risque de créer une image super esthétique mais complètement vide de sens. Ou pire, de vendre à rabais une expertise qui vaut de l'or juste parce que l'emballage a l'air amateur. Le design commercial doit refléter la stratégie et non l'inverse. Une stratégie qui s'incarne ensuite dans la matière, ce qui nous plonge directement dans la psychologie invisible du design. Et je te dirais que c'est probablement la partie de nos recherches qui m'a le plus captivée. C'est fascinant à quel point le cerveau est malléable. Les choix visuels provoquent des réactions physiques, carrément physiologiques et mesurables. J'ai découvert une étude incroyable dans le milieu industriel sur le poids des couleurs. Ah oui, l'histoire de l'entrepôt. Exact. Des travailleurs dans un entrepôt devaient soulever des boîtes sombres peintes en noir ou en gris très foncé et les gars rapportaient constamment des maux de dos, une fatigue extrême à la fin de leur corps de travail. L'entreprise a simplement pris la décision de repeindre ces mêmes boîtes-là en vert clair. Sans changer le contenu. Rien pantoute. Le même contenu, le même poids réel à la livre près. Et le résultat, les employés rapportaient que les boîtes semblaient psychologiquement beaucoup plus légères. Leurs maux de dos ont diminué. Comment le cerveau peut-il se faire berner à ce point par une simple couche de peinture? C'est fou quand on y pense, mais c'est parce que la couleur agit comme un raccourci cognitif extrêmement puissant. Notre cerveau humain traite une quantité astronomique de données à chaque milliseconde. Pour survivre, il crée des associations très rapides. Il prend des chemins de traverse. Exactement. Dans la nature et dans notre conditionnement culturel, ce qui est sombre, dense, noir, c'est généralement lourd et impénétrable. Ce qui est clair, lumineux, comme le ciel ou de la végétation, vert clair, ça évoque la légèreté. Le cerveau anticipe l'effort musculaire nécessaire en se basant sur la perception visuelle avant même que les mains ne touchent la boîte. C'est hallucinant. Le corps se tend moins parce que l'œil dit que c'est léger. Et ce raccourci cognitif-là s'applique aussi au goût, n'est-ce pas, Ève? On a l'exemple historique d'une célèbre marque de soda au gingembre. Ça illustre parfaitement cette dynamique. Absolument, c'est un cas d'école incontournable. Le principe fondamental ici, c'est que le design crée l'attente sensorielle. Au départ, la déclinaison diète de ce fameux soda au gingembre, de type Canada Dry, était vendue dans une canette rouge. Or, dans l'inconscient collectif, surtout dans l'allée des boissons gazeuses, une canette rouge, ça annonce très fortement le goût du cola. Donc, le cerveau se prépare littéralement à boire un cola sucré en voyant la canette rouge dans sa main. Exactement. Le cerveau libère des neurotransmetteurs et active des récepteurs gustatifs en anticipation du goût caramel et vanille du cola. Quand le liquide qui lui goûte, le gingembre piquant, touche la langue, il y a un court-circuit, une dissonance cognitive sévère. Le fameux sentiment de boire de l'eau quand tu pensais que c'était du Sprite. C'est ça. Même si le produit est super bon, le cerveau envoie un signal d'erreur d'urgence en disant « Alerte, ça goûte pas ce que l'œil avait promis ». La perception du goût est ruinée. La marque a fini par comprendre cette grosse erreur d'identité visuelle et en changer l'emballage pour du vert et du blanc, des couleurs qu'on associe à la fraîcheur et aux extraits végétaux. Et ça a marché. Sans changer une seule molécule de la recette de la boisson, les ventes ont bondi de 25 %. Le produit a enfin pu briller parce que l'identité visuelle s'est finalement alignée sur l'attente du cerveau. Augmenter ses ventes du corps, juste tout en changeant de couleur sur du métal, ça donne un peu le vertige sur l'importance du design. Et cette psychologie-là s'applique aussi à l'ordre dans lequel on présente les choses. C'est ce qu'on appelle l'effet de contraste.
Un classique en vente. Un bon courtier immobilier utilise souvent ça. Il va parfois commencer par faire visiter une maison en très mauvais état, avec une décoration défraîchie des années 60, des défauts évidents, à un prix moyen. Et ensuite, il montre la vraie maison qu'il souhaite vendre, qui, elle, est en bon état et au même prix. Est-ce que c'est une manipulation ou simplement une utilisation habile du design perçu? C'est une utilisation brillante de l'ancrage psychologique. Le cerveau a beaucoup de misère à évaluer la valeur absolue d'une chose dans le vide. Il a toujours besoin d'un point de comparaison. En montrant d'abord un produit ou un environnement visuellement repoussant, on crée un point de référence très bas. La barre est fixée à terre. C'est ça. Soudainement, par l'effet de contraste, la deuxième maison, qui aurait peut-être semblé simplement correcte si elle avait été vue en premier, devient une aubaine absolue, une opportunité éclatante. Le contraste dirige la perception. Et c'est exactement la même chose pour le design graphique d'une entreprise. Ça dicte la crédibilité de manière foudroyante par rapport à la compétition. Parlant de dicter la crédibilité, les petits détails comme la typographie ou le choix des images jouent un rôle crucial là-dedans, n'est-ce pas, Yam? Parfois, on l'oublie. C'est instantané. Le sentiment de confiance se joue en quelques millisecondes, avant même de lire le premier mot. Prenez l'utilisation de visages humains. Un visage qui regarde directement l'objectif, donc qui regarde l'acheteur, ça capte l'attention de manière viscérale. Notre cerveau est biologiquement câblé pour chercher le contact visuel. Ça crée une connexion directe. Ensuite, la typographie. Faut bien comprendre que les polices de caractère ont une véritable voix, une personnalité. On ne vendra jamais de la lingerie fine avec une police de caractère épaisse, de style industriel, noire et agressive. Ça clasherait tellement. Le message verbal aura beau être romantique et délicat, la voix visuelle crie complètement autre chose. À l'inverse, on n'utilisera pas une typographie calligraphie avec des petites fioritures frêles pour promouvoir un centre de conditionnement physique de haute intensité. On n'y croirait pas une seconde. La police choisie doit résonner parfaitement avec l'identité de la solution offerte. Une seule erreur à ce niveau-là, et le cerveau du client rejette le message. Il le classe comme illogique et non crédible. Ce qui pose la grande question des dommages collatéraux. Si le design est si puissant que ça, quel est le coût réel d'une mauvaise identité visuelle ou pire encore, d'une identité incohérente? Imaginons une PME qui change de logo sur chaque plateforme. Le temps passe du très formel et guindé dans ses courriels au très familier sur les réseaux sociaux. Le coût est faramineux. Dans un cas comme ça, l'incohérence devient le meilleur allié de la compétition. Le parcours d'un client potentiel, c'est pas une série d'événements isolés. C'est un tout continu. Si l'expérience est fragmentée, la confiance s'effrite à chaque étape. Prenons un scénario super classique. Une entreprise investit beaucoup d'argent, des milliers de dollars, pour créer une publicité très accrocheuse sur Facebook ou Instagram. La vidéo cible parfaitement douleur du marché, le texte est bon, ça suscite l'intérêt, la personne clique, l'intention d'achat est réellement là. Et là, le drame commence. Voilà. Elle atterrit sur un site web qui a l'air d'avoir été codé il y a 15 ans. Couleurs criardes, des images pixelisées ou mal proportionnées, un texte illisible sur téléphone. J'imagine que la vente s'arrête là. La vente s'arrête net, en effet. La personne ferme la page parce que son cerveau perçoit un gros risque. L'équation se fait vite. Si le site web est négligé à ce point, le service à la clientèle ou la sécurité de ma carte de crédit le seront probablement aussi. C'est l'association logique. C'est un réflexe de survie financière. Mais le vrai drame pour cette entreprise-là ne s'arrête pas là. Le plus grave, c'est que la publicité de départ a quand même fait son travail psychologique. Elle a éveillé la personne à son propre besoin. Cette personne sait maintenant qu'elle a un problème précis à régler. Oh wow, je vois où tu t'en vas avec ça. Elle va donc ouvrir un moteur de recherche, taper le nom du service et aller acheter chez un concurrent qui, lui, présente une vitrine numérique professionnelle et rassurante. Sans un design réfléchi et cohérent de A à Z, on paie littéralement à même son propre budget publicitaire pour faire la promotion et générer des ventes pour ses concurrents. C'est une réalisation particulièrement douloureuse pour quiconque signe l'échec de marketing en fin de mois. Ça démontre à quel point le design valide l'ingénierie et la performance. D'ailleurs, il y a cette histoire célèbre dans le monde de l'automobile qui illustre ça à la perfection. Oui, la fameuse voiture de sport. Exactement. Une équipe d'anciens ingénieurs de très haut niveau a lancé une voiture de sport aux performances complètement désirantes. Du type Gumpert Apollo, pour ceux qui connaissent, sur les circuits, elle battait tous les records. L'ingénierie sous le capot était irréprochable.
Sur papier, c'était un chef-d'œuvre absolu. Pourtant, ça a été un échec commercial retentissant. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qui s'est passé, c'est que la voiture était de l'avis presque unanime de la presse automobile et du public, visuellement affreuse. Les lignes étaient maladroites, le design était lourd, ça manquait de fluidité. Le cerveau humain a fait une équation super simple. Si la carrosserie est laide et mal pensée, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce qui se trouve sous le capot à 300 km/h dans une courbe? Le design crée le doute sur la performance elle-même. C'est exactement ça. Et à l'inverse, on voit d'anciennes marques de prestige, des noms historiques être relancés récemment en misant absolument tout sur l'esthétisme. L'élégance pure, la fluidité des lignes. Comme la relance de marques françaises classiques, où la voiture ressemble à un bijou. C'est ça. L'ingénierie moderne y est présente, bien sûr, il y a des moteurs performants, mais c'est le design qui déclenche le désir viscéral de posséder l'objet. La performance technique devient pratiquement secondaire face à l'émotion visuelle. Si on relie ça à la situation globale d'une entreprise dans n'importe quel secteur, c'est exactement la même dynamique. L'absence d'une stratégie de marque claire, c'est comme avoir le cul entre deux chaises. Ça brouille les pistes pour tout le monde. Si l'identité ne décide pas clairement si elle est une marque de luxe, une marque accessible, une marque rebelle ou hyper rassurante, cette confusion dilue la crédibilité de chaque département. Les représentants aux ventes doivent s'épater constamment pour justifier les prix, le service à la clientèle est confus sur le ton à adopter au téléphone. Et même pour embaucher, ça doit être complexe. Absolument. Même le recrutement devient difficile parce que la culture d'entreprise n'est pas lisible de l'extérieur. Les bons candidats ne savent pas à quoi s'attendre. C'est pour ça qu'un accompagnement stratégique est vital pour aligner chaque élément visuel sur une seule mission claire. Et quand on parle d'alignement et de cohérence à long terme, on ne peut pas ignorer le concept de la disponibilité mentale. Il y a une histoire récente, monumentale, qui a fait trembler le monde des affaires. On l'appelle souvent l'erreur à 27 milliards de dollars. Un géant absolu, un leader mondial incontesté de la chaussure sportive. Tout le monde sait de qui on parle. Oui, on a tous leur logo en tête. Cette entreprise a vu sa valeur boursière fondre de façon catastrophique. Comment une marque aussi puissante, avec une identité visuelle aussi iconique, a-t-elle pu trébucher de la sorte? Ce cas-là est en train de devenir la leçon magistrale de la décennie sur les dangers du marketing à court terme. Pour augmenter ses marges de profit de quelques pourcents seulement, cette marque gigantesque a pris une décision radicale. Elle s'est retirée massivement des grands détaillants physiques. Les fameux magasins de sport dans les centres d'achat. Oui. Elle a retiré ses chaussures des murs de centaines de boutiques multimarques à travers le monde, avec l'objectif de forcer les consommateurs à acheter exclusivement en ligne, directement sur son propre site Web. C'est l'illusion totale du contrôle par le marketing de performance. L'idée derrière ça, c'était de récolter toutes les données des clients et de ne plus payer la commission au magasin physique, j'imagine. Sur papier, dans une réunion de comptable au 40e étage, ça semblait brillant, mais le résultat sur le plancher a été désastreux. En retirant ses produits des étagères physiques, la marque détruit ce qu'on appelle sa disponibilité physique. Et quand on perd la disponibilité physique, on perd très rapidement la disponibilité mentale. Parce que la nature et surtout le commerce de détail a horreur du vide. Les immenses espaces libres sur les murs des magasins de sport sont pas restés vides bien longtemps. C'est ça la véritable erreur stratégique. Des dizaines de concurrents, de nouvelles marques super agiles avec des identités visuelles très fortes ont immédiatement envahi ces espaces-là. Le consommateur moyen, qui se promène dans un centre commercial ou qui magasine le samedi sans intention d'achat précise, ne voyait plus le fameux logo du leader historique. Et voyait des logos différents, de nouvelles textures, de nouvelles couleurs. Si une identité visuelle n'est plus constamment dans le champ de vision du marché, si les gens ne trébuchent plus sur le logo au quotidien dans leur vraie vie, le cerveau l'efface peu à peu de ses priorités. Loin des yeux, loin du cœur, littéralement. C'est fascinant. Donc, les milliers de publicités hyper ciblées sur Internet n'ont pas suffi à compenser l'absence physique dans les magasins. Non, parce que le marketing de performance, les publicités qui vous poursuivent en ligne pour générer un clic rapide, c'est excellent pour récolter une vente immédiate auprès de quelqu'un qui cherche déjà activement à acheter, mais ça ne construit pas une marque. Construire une marque, bâtir du branding solide, c'est occuper le territoire mental. C'est planter une graine pour le futur. C'est s'assurer que lorsqu'un besoin surgira dans un an, c'est une couleur spécifique et une forme précise qui vont s'allumer automatiquement dans l'esprit du public. Sacrifier cette omniprésence au profit de ratios de clics à court terme, c'est littéralement ouvrir la porte de son coffre-fort et inviter la compétition à se servir.
C'est un avertissement sévère pour quiconque gère la croissance d'une organisation. Le branding, c'est un marathon, pas un sprint. Et ce marathon-là permet d'atteindre le Graal du design commercial, se positionner comme l'expert incontournable. C'est ce qu'on appelle l'autorité par la niche. C'est un concept extrêmement payant quand c'est bien appliqué. Pour illustrer comment l'identité justifie la valeur, regardons le monde des travailleurs autonomes. Pourquoi un créateur de logo généraliste peine-t-il à facturer 500 $ pour un projet, alors qu'un autre spécialiste qui livre au final un produit similaire peut exiger sans sourciller 10 000 $? Comment le design de leur propre offre justifie un tel écart de prix? La différence réside vraiment dans la structure de l'offre et l'identité perçue. Le premier individu y vend une commodité. Il affiche sur son site « Je fais des logos, des cartes d'affaires, un peu de site web, des dépliants ». Il se présente comme un simple exécutant, une paire de mains qu'on loue à l'heure. Son identité visuelle et son discours attirent des clients qui cherchent un prix, un rabais. Des chasseurs d'aubaine. C'est ça. Le second spécialiste adopte une posture totalement différente. Il refuse les contrats généraux. Il se niche. Son site web ne parle pas de jolis dessins ou de couleurs. Il vend une méthode éprouvée. Par exemple, une création d'identité de marque en 5 étapes stratégiques. En créant un processus nommé, bien structuré, visuellement rassurant, il transforme un service de base en une expertise rare. Il devient un partenaire d'affaires, pas juste un fournisseur. Exactement. Il devient le spécialiste qu'on veut consulter. Le client ne paie plus 10 000 $ pour un fichier d'image, il paie 10 000 $ pour la certitude, l'encadrement rigoureux et la tranquillité d'esprit qu'inspire l'identité de l'expert. C'est la valeur perçue à son maximum. Mais pour que cette identité d'expert résonne fort, il y a une condition non négociable. Il faut une connexion intime avec la clientèle cible. On parle souvent de définir son avatar client avec la fameuse règle des 5 W, le qui, quoi, où, quand, pourquoi. Mais dans le design commercial, il y a un outil psychologique redoutable. C'est la méthode Suncase. Est-ce qu'on peut décortiquer cet acronyme-là et voir comment ça influence concrètement le design? Avec grand plaisir. Le Suncase, c'est littéralement la boussole des motivations d'achat. C'est un acronyme pour sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, et de nos jours, on ajoute de plus en plus l'environnement à la fin. Pour que le design commercial fonctionne, il faut découvrir, en allant jaser avec le monde sur le terrain, quel est le bouton principal de la clientèle visée. Donc, ça va bien au-delà des simples données démographiques d'âge ou de revenus. Donnons des exemples concrets de traduction visuelle. Si on découvre que le bouton de notre clientèle, c'est avant tout motivé par la sécurité, le S du Suncase, comment ça se traduit visuellement? Si la motivation, c'est la sécurité, le design doit inspirer la solidité à toute épreuve. On va privilégier des bleus profonds, des gris, des polices de caractère très stables avec des empattements, des lignes horizontales bien ancrées. Le site web doit mettre en évidence des sceaux de garantie, des cadenas de sécurité, des témoignages structurés. L'aspect esthétique est entièrement au service de la réassurance. Et si, à l'inverse, on se rend compte que le marché cible carbure à la nouveauté ou à l'orgueil? Là, on change complètement de registre. Pour la nouveauté, le design doit être disruptif. On utilise des asymétries, des couleurs vibrantes inhabituelles pour le secteur, des animations modernes sur le site web. On signale visuellement qu'on brise le statu quo, qu'on est en avant sur la parade. Pour l'orgueil, comme on le voyait avec les marques de luxe, on va utiliser le minimalisme, l'espace vide, l'épuration. Beaucoup d'espace pour respirer. Oui, des polices très fines, beaucoup de noir de jet, de blanc, d'accents dorés. L'espace vide autour d'un produit signale sa rareté et sa grande valeur. C'est brillant. Chaque lettre de cet acronyme-là demande une approche visuelle vraiment différente. Si c'est la sympathie, on va vouloir des couleurs chaudes, des formes organiques, des visages souriants. Une typographie qui ressemble à de l'écriture manuscrite pour amener un côté plus humain, plus proche. Le design devient finalement le traducteur littéral des émotions profondes des clients. Exactement. Et on ne peut pas découvrir ces émotions-là depuis une salle de conférence isolée au centre-ville. Il faut aller dans la jungle. Il faut écouter les vraies douleurs des gens. Quand le design commercial s'aligne parfaitement sur la douleur dominante du Suncase, le client potentiel regarde l'entreprise et ressent immédiatement « enfin quelqu'un qui me comprend ». C'est à ce moment précis que la crédibilité cimentée que le prix devient complètement secondaire. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final? Si on devait résumer toute cette matière dense et passionnante,
C'est que l'identité visuelle, c'est absolument pas juste une question de choisir un joli logo pour faire beau sur une carte d'affaires ou une palette de couleurs tendance parce que c'est à la mode sur Pinterest. C'est un langage silencieux, continu et d'une puissance inouïe. C'est le vendeur silencieux. C'est ce langage visuel qui dicte, avant même qu'un représentant n'ouvre la bouche, combien le marché est prêt à payer pour une offre et à quel point on accordera de la confiance à cette organisation-là. C'est une excellente synthèse. Et je dirais que c'est exactement la mission fondamentale que l'on porte chaque jour chez Instruct4. Notre travail d'accompagnement, c'est d'aligner la stratégie d'affaires globale avec le design pour créer un positionnement qui est non seulement fort et esthétique, mais surtout durable, cohérent et rentable. Ça fait toute la différence. C'est refuser l'improvisation pour bâtir sur des fondations solides. Un parcours qui commence avec la fameuse évaluation éco dont on parlait tantôt pour s'assurer que chaque choix visuel devient un levier de croissance mesurable et non une dépense aveugle. Et avant de clore cette réflexion, un petit clin d'œil pour les gens qui gravitent dans l'écosystème entrepreneurial et qui aiment l'action locale. Il faut garder l'œil grand ouvert sur la course aux entrepreneurs Rimouski 2025-2026. Ah oui, bel événement en vue. Il y a d'ailleurs 6 bons d'achat de 10 $ à gagner. C'est une super belle initiative pour soutenir le dynamisme de la région et célébrer l'audace en affaires. Fait que participez en grand nombre. Et pour terminer notre réflexion d'aujourd'hui, j'aimerais lancer une idée un peu provocatrice pour encourager la réflexion de quiconque nous écoute. On a beaucoup parlé d'emballage, de perception et de psychologie, mais et si l'identité visuelle d'une entreprise n'était pas simplement l'emballage d'un produit, mais bel et bien le tout premier produit que le client consomme avant même de sortir son portefeuille? Si l'expérience de ce tout premier produit visuel déçoit, quelle est la logique qui le pousserait à acheter le second? Quelle excellente question sur laquelle méditer pour clore ça. C'est ce qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. Un immense merci à notre auditoire pour son temps, son attention et sa curiosité toujours renouvelée. C'est le moment idéal pour regarder chaque élément d'un design commercial avec un œil nouveau, critique et surtout pour appliquer ces concepts dès aujourd'hui dans vos organisations. À la prochaine!